Dans l'actualité de ce lundi 16 septembre, la rentrée scolaire 2013-2014 finit donc les vacances pour les élèves du primaire et du secondaire. Ils ont regagné les classes ce lundi 16 septembre 2013 sous les yeux de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Camara. Quel est le nombre exact de la population ivoirienne? Le 4e recensement général de la population et de l'habitat devrait nous situer sur les chiffres. L'opération a été lancée ce matin par le chef du gouvernement ivoirien. Et puis, c'est l'heure des bilans pour les Jeux de la francophonie qui vient de se terminer à Nice. La ministre française de la francophonie a transmis le drapeau des Jeux aux maires des différentes communes d'Abidjan qui accueilleront la prochaine édition en 2017 prochain. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Fini donc les vacances scolaires pour les élèves du primaire et du secondaire de Côte d'Ivoire. Ils ont repris les chemins des classes ce lundi matin après plus de 3 mois de vacances. Comme c'est le cas en de telles circonstances, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est rendue sur le terrain pour observer l'effectivité de cette rentrée scolaire. Serge Gongomin, à Boussanogo. Déjà à 8 heures, la plupart des classes du lycée Djedji Amondi Pierre d'Adjamé étaient en cours. 1 heure après, arrive la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Kamisoko Camara. Elle échange avec les élèves et leur prodigue surtout des conseils pour la réussite de l'année scolaire. Je me félicite de voir que les cours ont effectivement commencé. Ça veut dire que nous allons sûrement achever les programmes. Ça veut dire aussi que les candidats aux examens seront prêts. Et donc, je suis persuadé que nous aurons de bons résultats cette année. Après Adjamé, Kandia Camara se rend au groupe scolaire Selmer de Port-Bouy. Dans cet établissement, elle donne le coup d'envoi de la distribution des kits scolaires offerts par le président de la République Alassane Ouattara aux élèves des écoles primaires publiques. Un geste salué par les enseignants et les parents d'élèves. Les temps sont tellement durs dans cette période-là. Je remercie le chef d'État. Le geste qu'il a fait pour nos enfants, ça nous permet de réduire les dépenses. Les cours cette année s'effectueront dans un volume de temps de 930 heures répartis sur 31 semaines conformément aux recommandations de l'UNESCO. Après plus de 90 jours de repos et de divertissement, les élèves du primaire et du secondaire doivent renouer depuis ce matin donc avec les cours. Pas toujours facile, néanmoins. Ils ont été nombreux ce premier jour de classe à aller à l'école dans plusieurs établissements scolaires et secondaires de la capitale économique. Les cours ont bel et bien repris. C'est le cas par exemple à Bobo Baoulé et au lycée classique d'Abidjan, Doigt des Lasers. Top départ pour la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Dans les établissements primaires et secondaires d'Abidjan, enseignants et élèves ont répondu présents à l'appel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour la reprise effective des cours. À l'école primaire publique Sadiro d'Anopiek d'Aboubou Baoulé, toutes les dispositions sont prises pour faciliter la rentrée scolaire. Selon le directeur général de cette école primaire, sur un effectif de 460 élèves, plus de 300 sont déjà inscrits et sont présents pour les cours. J'ai déjà donné les dispositions à prendre aux enseignants, à savoir être à l'heure à 7 heures. J'ai donné le matériel que nous avons reçu, les cahiers journaux, le petit matériel de travail. En tout cas, j'ai donné tout ce qu'il faut pour pouvoir être à l'aise à la rentrée. Je pense que le message est passé. Au lycée classique d'Abidjan, le constat est le même. Les élèves sont en classe et le proviseur de cet établissement dit être satisfait du démarrage effectif des cours. Vous avez dû constater comme moi que les profs sont en classe, que les élèves sont en classe. C'est vrai qu'il y a des retardataires, des parents qui se sont inscrits en ligne, qui n'ont pas encore pu faire tout le nécessaire. Mais je crois pouvoir dire que les cours ont effectivement commencé au lycée classique d'Abidjan. D'autres parents d'élèves continuent de remplir les formalités d'inscription de leurs enfants au lycée classique. Ils souhaitent que les élèves regagnent très rapidement les classes. Je suis venue faire l'inscription de ma fille qui est en première cette année. On va se battre comme il faut pour pouvoir avoir toutes les fournitures pour les enfants pour qu'ils puissent passer une bonne année scolaire. Après 3 mois de vacances, les élèves de Côte d'Ivoire ont regagné les classes et les inscriptions se poursuivent jusqu'au 24 septembre prochain. Autre rentrée, cette fois académique, celle du CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix. Elle intervient après la célébration du cinquantenaire de l'institution l'an dernier.
Cette rentrée académique a été le prétexte d'une dédicace de l'ouvrage « Par-delà les frontières » écrit par le professeur Albert Tevodjré. La meilleure université privée de Côte d'Ivoire, selon le classement 2012 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fait sa rentrée académique. Créé en 1962, le Centre de recherche et d'action pour la paix CIRAP, anciennement INADES, forme en éthique et gouvernance dans son Institut de la dignité et des droits humains. En son sein aussi, un laboratoire de prospective sociale et une maison d'édition. Ce ne sont pas seulement la sociologie, l'anthropologie, les sciences que nous enseignons qui importent, mais beaucoup plus comment on transforme nos étudiants qui viennent pour qu'ils puissent prendre des engagements sérieux dans la société et montrer, faire la différence. La structure universitaire jésuite, très active socialement au milieu urbain, encadre en moyenne 750 étudiants repartis dans des filières de master et des formations qualifiantes. Il y a un proverbe qui dit chez nous que quand on vous donne un arbre à couper, il ne faut pas, s'il est gros, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il peut être creux. L'essentiel, c'est de travailler de façon consciencieuse et d'avoir foi en soi. Parrainé par la grande chancelière de l'Ordre national et en présence de l'ambassadrice de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, l'événement a été ponctué entre autres d'une leçon inaugurale et d'une dédicace de l'ouvrage Par-delà les frontières du professeur Albert Tevodjré. Quel est le nombre exact de la population ivoirienne? Le 4e recensement général de la population et de l'habitat devrait nous situer sur les chiffres. L'opération a été lancée ce matin en présence du chef du gouvernement ivoirien. Les précisions de Chantal Ouma Akanda. Étape décisive dans la mise en œuvre du processus de recensement général de la population et de l'habitat, la sensibilisation. C'est d'ailleurs pour lancer cette campagne que cette cérémonie a été organisée. Quand on fait la cartographie, nous sommes déjà sur le terrain, l'opération a commencé. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la phase de dénombrement, phase pendant laquelle nos agents vont de maison en maison pour recenser les individus. Ce recensement va être un recensement numérique et va nous permettre de gagner au plus bas mot 2 années sur la publication des résultats. La Côte d'Ivoire a effectué son premier recensement général il y a 39 ans. Et du fait de la crise ivoirienne des années 2000, le 4e recensement n'a pu être exécuté. C'est ce qui doit être fait cette année pour mieux connaître la population résidente en Côte d'Ivoire et mieux planifier le développement. L'importance du recensement de la population et de l'habitat a été relevée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il a engagé le gouvernement dès la fin de la crise à réaliser cette opération majeure dont la phase de dénombrement était prévue en principe pour novembre 2011. C'est un devoir pour chacun d'entre nous d'ouvrir sa porte aux agents recenseurs, de leur donner des informations vraies et fiables qui permettront au gouvernement d'avoir une image plus affinée de notre population et de sa réalité et de ses besoins. La campagne de sensibilisation du 4e recensement général de la population et de l'habitat démarre ainsi avec l'installation des comités locaux par le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus. Bientôt, les résultats de ce recensement avec le nombre exact de la population vivant en Côte d'Ivoire. Déjà, les estimations pour cette année 2013 se situent entre 22 et 23 millions d'habitants. Il est décidément très sollicité. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a procédé au lancement des activités du projet intégré d'EVA Culture et des cultures vivrières. C'était samedi à Famienkro, dans le centre du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA, le Programme national d'investissement agricole, qui vise justement à renforcer la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Chantal Ouma Akanda. Le projet intégré de l'Éviaculture et des cultures vivrières pour la sécurité et la lutte contre la pauvreté dans le département de Pricro est lancé. Et cela, une semaine après que le ministre de l'Agriculture ait pu fédérer toutes les énergies des parties prenantes autour de ce projet. Il ne faut pas seulement faire des cultures d'exportation et puis après être obligé d'aller importer des denrées alimentaires. C'est pour cela que nous avons pris ce projet comme un projet pilote pour montrer que plutôt que de laisser les cultures alimentaires et les cultures de rentrer en conflit,
et on peut les intégrer harmonieusement. Pour le Premier ministre, le projet intégré de l'éviaculture et des cultures vivrières aura un fort impact sur la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. Vous savez, ce sont des régions qui ont beaucoup subi des difficultés. Et le fait d'avoir un projet de ce genre permet donc de relancer la production agricole, à la fois bien sûr la culture de rente, mais aussi et surtout la culture vivrière, pour permettre de nourrir la population ivoirienne. La compagnie Éveicole de Cavalier, entreprise agricole belge, conduit ce projet. Ce projet industriel, dans une charte d'engagements sociaux à laquelle il se soumet, s'engage à produire des infrastructures sociales et poser des actes forts au bénéfice des populations. Nous parlons de routes, nous parlons d'écoles, nous parlons de centres de santé, d'ouvrages hydrauliques, et 8000 emplois seront créés. 4000 emplois sur le site, 4000 paysans vont être installés dans le projet vivrier. Nous allons créer 8000 hectares de plantations villageoises. Dans ces 8000 hectares, des familles, des gens, des manœuvres, des ouvriers, tous vont pouvoir s'occuper et à gagner correctement leur vie. Ces élus locaux ont traduit leur totale adhésion à ce projet. Pour les populations, c'est un projet à saluer. Nous allons profiter au niveau des cultures vivrières pour nous, la plantation individuelle pour chacun de nous, les jeunes, parce que nous, on n'a pas pu être à l'école, donc on veut profiter de l'occasion pour s'enrichir aussi et pouvoir mettre nos enfants à l'école. Depuis très longtemps, nous attendons ce projet pour que la région puisse sortir de sa léthargie, que les engagements qu'ils ont tenus puissent se réaliser. Dans la région, les femmes ne sont pas allées trop à l'école. Donc la souffrance pèse sur les femmes. J'ai dit à tous les cadres de soutenir ce projet pour que, en tout cas, l'État même, tout le monde prend exemple sur nous. Le projet intégré de l'éviaculture et des cultures vivrières est estimé à 31 milliards de francs CFA, dont 30 milliards pour le groupe belge qui conduit le projet et 1 milliard pour l'État ivoirien. Autre sujet, la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, a lancé aujourd'hui à son siège d'Abidjan son passage à la cotation en continu sur le marché boursier de l'UEMOA. La matérialisation de ce passage est un moment historique parce qu'intervenant 15 ans, jour pour jour, après la naissance de la BRVM, il est question d'améliorer les performances de l'institution et attirer davantage d'investisseurs en bourse. Noël Niagno. Un décor de plus pour la rue des banques d'Abidjan Plateau. Le tableau signalétique de la cotation en continu de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Une curiosité pour le grand public, un outil indispensable à la meilleure exploitation de la bourse par les initiés. C'est un événement qui est très important pour le monde économique parce que ça permet aux acteurs de la bourse et aux utilisateurs de tous ces instruments-là d'être en direct et de suivre l'évolution et la vie en direct de la bourse. Pour le moment, je pense que ça va permettre plus de transactions sur le marché. À compter de ce lundi 16 septembre 2013, les investisseurs en bourse pourront apprécier en temps réel la valeur d'un titre en établissant plusieurs cours dans la journée en fonction de l'offre et de la demande. Ces investisseurs disposent désormais d'une plage horaire plus importante. Avant, nous finissions à 10h45, le marché était fini. Maintenant, nous allons finir à 15h. Cela permet aux investisseurs qui ne sont pas dans le même fuseau horaire que nous, par exemple ceux qui sont à New York, peuvent évidemment intervenir sur notre marché avant la clôture. Alors que quand on finissait à 10h45 et ils étaient encore en train de dormir, il était 6h45 chez eux, donc évidemment ils ne pouvaient pas participer à la journée de bourse. Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre en charge de l'économie et des finances, a salué cet événement historique et souligné les acquis de cette mutation qualitative. La BRVM est un instrument incontournable pour les pays de l'UEMOA. Il me plaît de rappeler ici que les États de l'Union sont résolument engagés à soutenir le développement de cette bourse. Bon vent à la BRVM avec la cotation en continu et en encourageant l'ensemble des acteurs du marché à davantage d'initiatives de ce type pour un meilleur essor de nos économies. Occupant le 6e rang des bourses des valeurs en Afrique au sud du Sahara, la BRVM ambitionne de se hisser au 5e rang et mobiliser davantage de ressources longues pour les pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine.
Toujours en économie, les dirigeants des systèmes financiers décentralisés à l'école de la gestion moderne, avec l'aide de la direction du Trésor et de la comptabilité publique, ainsi que le PNUD, les administrateurs des microfinances entament une formation sur la gouvernance. L'enjeu est de faire de ces entreprises de microcrédit des structures fiables et viables. L'éclairage d'Adama Koné. Les exclus du système bancaire classique ne sont pas au bout de leur peine lorsqu'ils se tournent vers les systèmes financiers décentralisés. Stéphanie et Rita font partie du million de clients de la microfinance. Les microfinances, en tout cas, on a d'énormes problèmes. Autrefois, mon petit frère même allait là-bas pour prendre un peu d'argent. Lui-même, les mêmes pièces qu'on lui a fait, même ici, on lui dit encore que son nom n'est pas juste, qu'il y a des erreurs. Et qu'en principe, c'est eux-mêmes qui ont remis ces pièces-là. Mais on nous a dit ces carnets-là, on nous a dit oui, il y a un défaut sur son nom et qu'il n'a qu'à aller refaire ça. Et quand on dépose notre argent pour reprendre ce que nous-mêmes nous avons déposé, c'est difficile. C'est difficile. Tu peux aller, tu vas vouloir prendre 50 000, on va te dire, il n'y a pas l'argent, on va te donner 25 000. Ça ne peut pas résoudre ton problème. Tu es là, d'autres font passer les carnets derrière les choses, les fenêtres des bureaux. Ils prennent leurs connaissances. Et nous qui sommes là, qui sommes venus soit à 5 h du matin pour prendre l'argent, on est là, on peut rester là jusqu'à dans l'après-midi. Vraiment, s'ils peuvent changer d'attitude, ils n'ont qu'à le faire. Changement d'attitude, le mot est lâché et les responsables de la microfinance en Côte d'Ivoire le saisissent au rebond. Premier acte, donner aux administrateurs les rudiments nécessaires à un bon arbitrage entre le social et la rentabilité de l'institution de microcrédit. Du 16 au 20 septembre, les dirigeants sont alors à l'école pour mieux gérer les risques, sécuriser l'épargne, de sorte à atteindre l'autosuffisance financière. Le fait que pendant longtemps, on considère toujours les entreprises de microfinance comme des structures de lutte contre la pauvreté, a laissé croire qu'elles ne devraient pas respecter la rigueur de la bonne gestion, la rigueur du respect des procédures, etc. Or, c'est une erreur. Parce qu'une institution qui aide donc la population la plus pauvre doit développer des stratégies pour se maintenir et servir le plus de personnes possible pendant le plus longtemps possible. Or, cela part de la définition des stratégies et du respect de ces stratégies. Et la gouvernance recherche cette méthode de travail là-bas. La microfinance en Côte d'Ivoire, c'est 100 milliards de francs CFA de mobilisation et environ 50 milliards de francs CFA de crédits octroyés. L'actualité, c'est aussi le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Ce matin, face au chef de la diplomatie ivoirienne, Charles Kofi Dibi, la rencontre a porté entre autres sur le respect des privilèges et immunités au corps diplomatique, les dispositions pratiques pour faciliter la coopération entre la Côte d'Ivoire et les autres pays. Cette rencontre est la 6e du genre. Le point de Fatou Fofana. Le ministre des Affaires étrangères a eu une séance de travail ce lundi avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Il a été question des difficultés rencontrées de part et d'autre dans le fonctionnement quotidien et surtout des solutions qui n'ont pas manqué d'être trouvées, notamment pour le cas du respect des privilèges et immunités dus aux membres du corps diplomatique. Je voudrais vous confirmer que le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, continue sa campagne de sensibilisation à l'endroit des forces de sécurité et de certaines administrations au fin de faire respecter les privilèges et immunités dont sont bénéficiaires les membres du corps diplomatique. La doyenne du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, à la tête d'une délégation de diplomates des groupes Afrique, Asie, Europe, Amérique et Arabe, a salué cette coopération qui vise à faciliter le bon déroulement des échanges entre la Côte d'Ivoire et les différents pays représentés sur son sol. Le ministre nous a bien répondu et puis nous sortons très satisfaits. Bon, par exemple, sur les dispositions que l'ANAC a déjà prises au niveau de l'aéroport. Vous savez que les diplomates reçoivent des visiteurs, des investisseurs qui viennent investir en Côte d'Ivoire. Il y a aussi sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Donc les relations doivent se consolider avec la Côte d'Ivoire. Cette rencontre entre le corps diplomatique et le ministère des Affaires étrangères n'est pas la première. C'est la 6e d'une série de rencontres
initiée pour faciliter la mission des diplomates et renforcer la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. La récente loi adoptée par l'Assemblée nationale sur la nationalité et l'apatridie au cœur d'une émission sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. À la barre, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Coulibaly, est revenu sur les motivations de ces lois et leur impact sur la vie de la nation. Autre question essentielle abordée lors de cette émission radiodiffusée, la loi sur le foncier rural. Le garde des Sceaux s'est aussi prononcé sur cette question chaude. Brouléon. La terre appartient à l'Ivoirien qui l'a fait immatriculer comme en étant le propriétaire. Réponse du ministre en charge de la Justice à Radio Côte d'Ivoire, de savoir qui peut prétendre détenir une terre en Côte d'Ivoire. L'invité de l'émission Question des temps nouveaux explique qu'il faut pour cela avoir un titre foncier. L'acte est établi sur présentation d'un certificat foncier, lui aussi obtenu après enquête à la suite de la déclaration par l'intéressé de sa terre. Une précision, les non-ivoiriens ne peuvent se faire établir de titre foncier, même sur les terres qu'ils auraient acquises et mises en valeur. On ne peut pas être propriétaire d'une terre si on n'est pas ivoirien. Être ivoirien, ça ne veut pas dire être d'une région de la Côte d'Ivoire précise où il y a la terre. Mais si vous n'êtes pas ivoirien, vous ne pouvez pas demander à être propriétaire. Vous pouvez demander à être locataire. C'est la loi. Il ne faut pas confondre propriétaire et utilisateur. Sur les obstacles à l'immatriculation des terres villageoises, le ministre Nyenema Coulibaly rassure, le mécanisme de mise en œuvre de la loi sur le foncier rural va prévoir des allègements de la procédure. Il s'agit d'intervention de l'État pour réduire les frais et les délais d'immatriculation de terres. En santé, sachez que la semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée du 14 au 21 septembre. Le lancement officiel de l'événement ici en Côte d'Ivoire a eu lieu au plateau avant-hier avec pour thème « Soutenir l'allaitement aux côtés des mères », l'éclairage de Patricia Omouetia. Doubler le taux de l'allaitement d'ici 2020. Tel est l'objectif de la direction de coordination du Programme national de nutrition. En Côte d'Ivoire, 12% des femmes allaitent correctement leurs enfants. Depuis 6 mois, j'ai eu dans le lait. Ça fait que mon enfant évolue vite à la forme et il ne tombe pas malade comme ça. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel vise la mise en œuvre d'actions concrètes pour une plus grande sensibilisation des populations. C'est important que la mère puisse donner le sein exclusivement pendant 6 mois avant que d'autres aliments puissent prendre le relais. C'est vraiment essentiel. Donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette campagne. Protéger l'enfant, protéger la mère. Surtout ça, vous savez, protéger l'enfant, protéger la mère conduit automatiquement à lutter contre la mortalité maternelle et infantile. La sensibilisation va toucher l'ensemble des populations sur le territoire national. Démarrée le 14 septembre, la campagne sur l'allaitement maternel s'achève le 21 septembre 2013. Un atelier de renforcement des capacités des travailleurs sociaux sur les pires formes de travail des enfants se déroule aujourd'hui et demain ici à Abidjan. Dans la ligne de mire, la formation des participants à mieux lutter efficacement contre ce fléau. L'initiative du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et du comité interministériel à Ouattara. Ce sont 75 travailleurs sociaux venus d'horizons divers qui vont prendre part durant 2 jours à cet atelier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, par ailleurs président du comité interministériel. Il avait à ses côtés Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, par ailleurs vice-présidente du comité interministériel. Le ministre d'État Moussa Dosso a mis en relief l'importance de l'atelier pour la remédiation du phénomène. Pour lui, la sensibilisation des communautés sur le phénomène pour un changement de comportement vis-à-vis de la question reste primordiale. Il est évident qu'au cœur de nos initiatives, nous devons mettre en bonne place les interventions en matière d'identification, d'écoute, d'assistance ou de réintégration familiale et sociale des enfants victimes. Nous devons mettre en bonne place le dialogue avec les communautés, qui constitue également l'un des nœuds de la résorption des questions liées au travail des enfants. Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, s'est quant à elle félicitée de cette initiative de la Première Dame. La place des enfants est donc bel et bien
à l'école et nulle part ailleurs. Ainsi, toute opération qui vise à donner un peu plus d'efficacité à la lutte contre le travail des enfants est à soutenir et à encourager, car les défis à relever pour venir à bout de ce phénomène sont très nombreux. Bien avant, Mme Yao Patricia Sylvie, directeur de cabinet de la Première Dame, par ailleurs, secrétaire exécutif du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a situé le contexte et les enjeux de cet atelier. Avant de révéler que le renforcement de la capacité des travailleurs sociaux s'inscrit dans une dynamique engagée dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Voilà, le reportage d'Awa Touré était commenté par Habiba Dambélé Saoué. Aujourd'hui, 16 septembre, est commémorée la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. C'est le lieu de dire que les brûlures de la peau, la cataracte sont les conséquences des effets des rayons ultraviolets émis par le soleil et ceux dû au fait de la destruction progressive de la couche d'ozone. À la faveur de cette célébration, donc, ce lundi à l'école des douanes au Plateau, le ministre de l'Environnement, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a organisé une séance de sensibilisation pour informer les populations sur les dangers de l'utilisation de certains appareils pouvant entraîner la destruction de la couche d'ozone. La séance de sensibilisation a été meublée notamment de conférences et de projections de films. Dans l'actualité, hors de la Côte d'Ivoire au Mali, une visite d'une délégation de 3 ministres a été perturbée à Kidal hier. Des manifestants sympathisants du MNLA ont tenté d'empêcher leur avion d'atterrir, forçant l'intervention de membres de la MINUSMA qui ont eu recours à des bombes lacrymogènes. Reportage. D'abord, avant que l'avion n'atterrisse et que les ministres n'en sortent, le tarmac a dû être dégagé et les rebelles touaregs qui l'occupaient dispersés. Ensuite, sur la route entre l'aéroport de Kidal et le centre-ville, le cortège a dû rouler vite pour semer les manifestants qui cherchaient à perturber la visite des 3 ministres venus de Bamako dimanche. Une démonstration de force organisée par le mouvement de libération de l'Azawad, le MNLA, pour dénoncer les combats qui ont opposé l'armée malienne et la rébellion touareg à la frontière mauritanienne mercredi passé. Course-poursuite dans les rues ensablées de Kidal, des pierres ont été lancées contre la délégation ministérielle. Une a atterri dans la voiture du ministre de l'administration territoriale. Les soldats de la mission des Nations Unies, ceux de l'opération française et de l'armée malienne se sont interposés. Kidal a été ciblé pour effort, comme effort donc pour le commandement de la MINUSMA. Étant entendu que c'est une zone assez sensible pour l'État du Mali, mais aussi pour la MINUSMA. C'est pourquoi donc des forces ont été déployées ici pour faire face, bien sûr, à ces turbulences qui se répètent de jour en jour. La mission a pu se poursuivre. Une semaine après leur nomination, les ministres de l'administration territoriale, de la sécurité intérieure et de la réconciliation nationale ont rencontré les autorités administratives et locales, notamment Intala Ag Ataher, patriarche et chef traditionnel des Touaregs de Kidal. Nous sommes satisfaits pour cette première rencontre, malgré l'incident que nous avons connu à l'arrivée. Mais cet incident est très mineur. Il ne nous détournera pas de la volonté de souder tous les fils de la nation malienne. La mission ministérielle s'est poursuivie à Gao ce lundi sans nouvel incident. C'est la toute première initiative du nouveau gouvernement malien dans sa volonté de renouer le dialogue avec les populations du Nord et leurs représentants. Et c'est l'heure des bilans pour les Jeux de la francophonie qui viennent de se terminer à Nice. La ministre française de la francophonie a transmis le drapeau des Jeux aux maires des différentes communes d'Abidjan qui accueilleront la prochaine édition des Jeux en 2017. 4 ans après Beyrouth, la ville de Nice accueillait cette semaine les 7e Jeux de la francophonie qui ont pris fin ce dimanche. 2700 athlètes et artistes ont participé à ce grand événement sportif et culturel. Malgré des stades un peu désertés par le public, la culture, elle, a fait le plein. Art de la rue, chansons, vidéos et arts plastiques ont été plébiscités par le public. 54 pays étaient représentés à Nice pour ce grand rendez-vous de la famille francophone. Ces 7e Jeux à Nice ont permis de constater à quel point la jeunesse francophone s'investit dans cette mission. Les concours culturels auxquels nous avons assisté étaient tous riches d'héritages multiples.
de beaux témoignages sur cette francophonie, qui est l'ouverture, cette ouverture aux autres cultures dans un vaste ensemble commun. Cette diversité nous grandit, mes chers amis. Ces Jeux ont toutefois été émaillés de quelques incidents, défections de 32 sportifs congolais et ivoiriens et problèmes de visa pour d'autres. C'est le cas de ces jeunes footballeurs congolais venus de Brazzaville qui ont dû prendre les Jeux en cours. Contre toute attente, ils s'en sont très bien sortis puisqu'ils ont battu en finale les lionceaux de l'Atlas marocain. Le cyclisme était également à l'honneur avec une forte participation féminine cette année. Dans les priorités de ma vie, de mon action politique, comme président de la République, comme secrétaire général de la francophonie, il y a la promotion de la femme. Alors vous voyez, le cyclisme et la femme, c'était parfait. Bonne route jusqu'à Abidjan. Le drapeau de la francophonie quittera les rives de la Méditerranée pour rejoindre en 2017 celle de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des Sports a remercié les pays francophones pour leur confiance. Un bref pour terminer, sachez que le tirage au sort des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil a eu lieu aujourd'hui au Caire. Pour la zone Afrique, notamment la Côte d'Ivoire sera face au Sénégal. On en parlera dans l'émission Lundi Sport tout à l'heure à partir de 21h sur nos antennes. Ce journal prend fin ici. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.